Mais je ne peux pas en faire assez. Il faut ton aide. Chaque fois que tu trouves une conversation sur le open source, tu peux dire logiciel libre, liberté, les droits de l'humain. Tu peux démontrer que pour toi, au moins, ce n'est pas qu'une question de la commodité, de la qualité du code. Que pour toi, c'est une question plus profonde et plus importante. Et même si tu ne gagnes pas une dispute, tu auras éduqué les autres dans la liste, ce qui est très important. Un autre obstacle, c'est quand le mode d'emploi d'un produit physique est secret. Et c'est assez commun maintenant. Le fabricant veut te vendre le produit, mais refuse de te dire comment l'utiliser. Il te dit, voici un programme, évidemment privateur, pour gérer ce périphérique, utilise-le et tais-toi. Mais nous ne pouvons pas l'utiliser, c'est privateur. Donc, nous refusons de l'installer dans l'ordinateur. Mais, comment pouvoir faire le remplacement libre nécessaire? Il faut d'abord la rétro-ingénierie. Il faut que quelqu'un très malin étudie l'interaction entre le programme privateur et le produit physique pour découvrir les commandes que le programme doit transmettre au produit pour obtenir des résultats. Puis, en passant la liste de commandes à un développeur, quelqu'un écrira le remplacement libre. Si tu veux faire une contribution très importante technique au logiciel libre, fais la rétro-ingénierie. Cette université devrait enseigner la rétro-ingénierie. Ce n'est pas que essentiel pour le progrès dans la liberté, mais aussi un champ de travail très lucratif donc, et éthique. Donc, il faut former les gens à le faire. Mais quant aux écoles, les écoles de tous les niveaux, depuis le jardin d'enfants à l'université et aussi l'éducation aux adultes, doivent enseigner uniquement le logiciel libre. Et quand je dis enseigner, pas seulement enseigner formellement dans les classes, mais tout programme que l'école propose aux élèves doit être libre. Parce que l'école a une mission sociale d'éduquer des bons citoyens d'une société forte, capable, indépendante, solidaire et libre. Dans l'informatique, ça veut dire d'éduquer des utilisateurs habitués au logiciel libre. Mais l'école ne doit jamais enseigner un programme privateur parce que ce serait d'implanter la dépendance envers quelqu'un. C'est comme d'enseigner aux élèves d'utiliser le tabac, de se tuer. Il faut ne pas le faire. Donc, après la décision de n'enseigner que le logiciel libre, l'école doit enseigner les raisons civiques pour cette politique. Il ne doit pas apparaître une décision arbitraire qui descend d'en haut pour personne ne sait pourquoi. Les élèves doivent savoir pourquoi. Et les enseignants aussi, pour accepter la politique,
ils doivent savoir pourquoi c'est nécessaire. Mais il y a aussi l'éducation morale. L'école doit implanter l'habitude d'aider les autres pour être bon citoyen. Donc chaque classe doit avoir la règle suivante. Les élèves, si tu apportes un programme à cette classe, tu ne dois pas le garder pour toi. Tu dois partager des copies avec les autres, y compris le code source pour le cas où quelqu'un veut apprendre, parce que cette classe est un lieu pour partager les connaissances. Donc il est interdit d'apporter un programme privateur à cette classe, de ne pas être pour faire de la rétro-ingénierie. Mais l'école, pour donner le bon exemple, doit suivre la même règle, doit apporter uniquement du logiciel libre à la classe, partager des copies avec du code source, avec tous les membres de la classe qui désirent des copies, sauf pour les exercices de la rétro-ingénierie. Parce qu'en ce cas, le code source est la réponse correcte. Et on ne veut pas publier la réponse avant que les étudiants aient soumis leur réponse. Mais il y a aussi l'éducation dans la programmation. Tout programme incorpore des connaissances. Un programme privateur cache ces connaissances, les nie à l'étudiant. Il est donc l'ennemi de l'esprit de l'éducation et ne doit jamais être toléré dans une école, sauf pour faire de la rétro-ingénierie, ce qui veut dire de libérer du code privateur les connaissances cachées. Mais un programme libre offre ces connaissances aux étudiants. Il est d'accord avec l'esprit de l'éducation. Et comment apprendre à écrire bien le code? Par lire beaucoup de code et écrire beaucoup de code. Mais seulement le logiciel libre offre l'opportunité de lire le code des grands programmes qui s'utilisent. Puis il faut écrire beaucoup de code. Pour écrire bien le code des grands programmes, il faut écrire beaucoup de code pour des grands programmes. Mais en commençant, il faut commencer par le petit. Que signifie commencer par le petit dans l'écriture du code pour des grands programmes? Écrire des petits programmes n'est pas même commencer. Non, on commence par écrire des petits changements pour des grands programmes, puis des changements plus grands. Mais seulement le logiciel libre offre l'opportunité d'écrire des changements dans des grands programmes qui s'utilisent. N'importe quelle école peut offrir l'opportunité de maîtriser l'art de la programmation si elle est une école de logiciel libre. Donc, si tu as une relation avec une école, si tu es étudiant ou professeur ou employé ou administrateur ou parent d'un élève, c'est de ton responsabilité de militer pour la migration de l'école au logiciel libre, pour que l'école arrête d'implanter la dépendance injuste. Et surtout, que l'école arrête d'enseigner aux élèves de ne pas partager. Parce que c'est de les enseigner d'être antisocial. Toute interdiction au partage est une attaque à la société. Je veux dire quelque chose au sujet du matériel et la liberté. Je ne dis pas le hardware libre. C'est trop simple, c'est trop facile, mais ne fait pas vraiment de sens. Parce que je dois m'asseoir.
les 4 libertés pour un objet physique ou ne s'appliquent pas facilement ou sont garanties automatiquement. Il n'y a pas de copieuse pour les objets physiques, sauf les clés. Donc, la liberté numéro 2 ne fait pas de sens, ni la liberté numéro 3. Par exemple, on pourrait modifier cette chaise, mais faire des copies de la chaise modifiée, comment? Il n'y a pas de copieuse de chaise. Il y a des imprimantes 3D, il y a des scanners pour entrer numériquement la forme d'un objet, mais dans cette chambre, il y a peu de choses capables d'être copiées comme ça. La fabrication personnelle est toujours dans son enfance. Et la liberté 0, c'est automatique. Pas besoin de lutter pour la liberté d'utiliser une chaise. Si tu en es le propriétaire, tu peux l'utiliser comme tu veux. Les chaises ne viennent pas avec des restrictions. Et quand tu as modifié la chaise, tu es libre de le faire aussi avec des outils de travail. Tu peux peut-être couper des morceaux, le peindre. Tu es libre de le faire. Il n'y a aucune loi contre cette activité. Donc les 2 premières libertés sont automatiques et les autres 2 sont impossibles. L'objet même ne peut pas être libre, mais sa conception, oui. Le document qui décrit la forme d'un objet pour le construire, ça c'est une œuvre. Une œuvre sous droit d'auteur automatiquement, qui est donc privateur sans licence libre. Et si l'objet est fait pour l'utilisation pratique, ça veut dire un objet fonctionnel, pas décoratif, il doit être libre. Si tu publies un modèle, une conception d'objet physique, tu dois y mettre, et c'est un objet pour l'utilisation pratique, tu dois y mettre une licence libre. Un jour, peut-être, il y aura la fabrication personnelle assez capable pour fabriquer une grande partie des objets que nous utilisons. À ce moment, dans cette ère, les modèles libres seront essentiels. Si un jour nous pouvons fabriquer des puces pour l'utilisation, des conceptions de puces libres seront essentielles. Nous en aurons besoin. Il faudra rejeter les conceptions privatrices comme nous rejetons aujourd'hui les programmes privateurs, pour la même raison. Mais tant qu'il faut dépendre des puces fabriquées massivement dans des usines, enfin, nous n'avons pas le contrôle que la conception soit libre ou pas. C'est seulement l'usine qui peut changer la puce. L'acheteur d'une puce fabriquée massivement n'a pas de contrôle. Pour pouvoir exercer le contrôle potentiel qu'une conception libre théoriquement offre, il faut pouvoir fabriquer une version modifiée de la conception. Donc, dans le futur, nous espérons que la fabrication sera personnelle et que nous fabriquerons des conceptions libres
pour avoir le contrôle enfin du support physique de l'informatique aussi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pratique. Donc, l'exigence des conceptions libres appartient au futur. Mais les conceptions libres, et donc il n'y a pas besoin de rejeter les conceptions privatrices aujourd'hui. Pour moi, si j'achète un ordinateur fabriqué avec des puces fabriquées massivement dans des usines, je ne m'intéresse pas de si les conceptions de ces puces sont libres ou pas. Il est utile de quelque manière d'utiliser une conception libre. On peut essayer de vérifier que la structure physique correspond à la conception pour vérifier l'absence des fonctionnalités malveillantes qui peuvent exister au niveau de circuits. Mais la raison forte que nous avons pour le logiciel ne s'applique pas encore. Pas aujourd'hui. Le développement des conceptions libres pour les puces est donc très désirable, mais pas besoin de refuser les puces de conception pas libre. Pas aujourd'hui. Dans l'ère future de la fabrication personnelle, oui, ce sera obligatoire comme la réjection de logiciels privateurs. J'ai écrit un article sur ce sujet gnu.org/philosophy/freehardwaredesigns.html. Mais dans le champ où la fabrication personnelle s'utilise, il faut rejeter les conceptions pas libres des objets utilitaires. Et les hack labs, les groupes de makers, devraient avoir la politique de ne pas publier une conception d'objet privatrice si l'objet est fonctionnel. Et pour les objets décoratifs, il faut exiger au moins la liberté de partager la conception. Ça veut dire de donner en cadeau des copies exactes du modèle. Et les forges devraient avoir cette politique, cette règle. Ceux qui participent dans la communauté de la fabrication personnelle, je vous propose de lutter pour établir ces règles. Il faut enseigner au public que pour un objet fonctionnel, un modèle pas libre est injuste. Qu'un modèle qu'on ne peut pas partager est injuste. Il faut militer pour l'établissement de ces deux règles dans les forges existantes, dans les groupes existants, et d'établir des nouveaux groupes avec ces deux règles. Pour les objets fonctionnels, la conception doit être libre, et pour les autres objets, la conception doit être au moins partageable. Donc, les droits humains dépendent les uns des autres. C'est-à-dire que si nous perdons un des droits humains importants, il devient plus difficile de défendre les autres droits humains.
Vu qu'aujourd'hui, nous utilisons l'informatique pour faire beaucoup d'activités importantes dans la vie, le contrôle de notre informatique, c'est-à-dire le logiciel libre, est devenu un des droits humains essentiels pour défendre les autres. Et la défense des droits humains, parfois, exige un sacrifice. C'est la vie. Heureusement, dans notre champ, les sacrifices sont d'habitude assez petits. Pas comme dans d'autres champs dans le passé où il fallait sacrifier la vie. L'établissement des droits de l'humain en France requiert le sacrifice de beaucoup de vies. Heureusement pour nous, c'est un peu de commodité qu'il faut sacrifier. Donc pas besoin d'être héros. Il suffit de ne pas être très quoi. Mais il y a des gens qui refusent de faire le moindre sacrifice, qui disent « Je suis content avec ce programme privateur, mais je changerai pour un programme libre quand tu me présentes un programme libre 100% aussi commode, rapide, fiable et puissant que ce programme que j'utilise. » Et ce que ça signifie, c'est que pour lui, la valeur de la liberté est zéro. C'est son point de départ pour la conclusion qu'il prononce. Et je ne peux pas le forcer de changer son point de vue, mais je peux le citer comme exemple de sottise. Si tu veux aider notre mouvement, que faire? Si tu es doté dans la programmation, capable d'y contribuer beaucoup, écris des programmes libres. Je te propose de contribuer à 15 projets des autres avant de lancer ton propre projet, parce que comme ça, tu apprendras comment gérer bien un projet, et quand tu lances un projet, tu le feras bien. Mais très peu sont aussi dotés dans la programmation. Si tu n'es pas capable d'y contribuer grand-chose, fais une autre contribution. Par exemple, organiser le mouvement. Tu peux être conférencier. Tu peux étudier, bien faire les conférences. Le club de Toastmasters est utile pour apprendre à faire bien les conférences. Et c'est une contribution énormément importante. Nous avons beaucoup plus de bons programmeurs que de bons conférenciers. Donc chaque bon conférencier contribue beaucoup. Mais tu peux commencer en faisant des conférences aux petits groupes que tu as trouvés. Et comme ça, tu peux apprendre à le faire bien. Mais aussi, si tu n'aimes pas prononcer des discours au public, tu peux être administrateur de groupe. Ça veut dire tu peux maintenir la liste de membres, de l'actualiser, d'organiser les réunions et des activités et d'informer les gens de quand ça aura lieu. C'est une fonction très importante pour le mouvement. Tu peux participer dans la persuasion des écoles et des États, des agences publiques à migrer au logiciel libre. Quant aux États, j'ai déjà présenté les raisons applicables.
mais elle se trouve dans gnu.org/education. Quant aux agences publiques, regarde gnu.org/government. Mais en bref, l'État existe pour le peuple. Ce que l'État fait, il fait pour le peuple, y compris son informatique. L'informatique de chaque agence publique est faite pour le peuple et doit donc maintenir son contrôle complet de cette informatique comme devoir devant le peuple. Si l'agence utilise un programme privateur, c'est la faute de responsabilité devant le peuple. C'est une faute grave qui doit être corrigée. Si tu es utilisateur expert, tu peux aider d'autres utilisateurs. Tu peux lancer un groupe d'utilisateurs de GNU et Linux ou participer dans un groupe existant d'utilisateurs de GNU et Linux. Et si le groupe s'appelle erronément groupe d'utilisateurs de Linux, sans reconnaître notre travail, tu peux essayer de convaincre les membres du groupe d'adopter un nom qui reconnaît les faits. Et tu peux dire logiciel libre. Si tu parles anglais, tu peux dire free libre software pour montrer aux autres qu'il s'agit des droits de l'humain et pas uniquement des prix, des économies, de la commodité. Ce sont des valeurs secondaires. Donc, pour d'informations davantage, regarde gnu.org. Il y a gnu.org/proprietary pour les exemples connus et documentés du maliciel privateur. Quant aux distributions, lesquelles sont libres, lesquelles ne le sont pas, regarde gnu.org/distros pour les licences, lesquelles sont libres, lesquelles ne le sont pas, et comment utiliser les licences libres, regarde gnu.org/licenses. Pour l'histoire du système GNU, regarde gnu.org/GNU. Pour beaucoup de questions philosophiques, éthiques et politiques, regarde gnu.org/philosophy. Et pour d'autres manières de nous aider, parce que je ne pouvais pas mentionner tout ici, regarde gnu.org/help. Il y a aussi fsf.org, le site de la Free Software Foundation. Tu y trouveras des ressources pour l'utilisation, le développement et la diffusion du logiciel libre et des campagnes de pression politique que tu peux signer et aussi notre boutique en ligne et tu peux t'inscrire comme membre de l'FSF, mais étant vu que je suis présent aujourd'hui, tu peux le faire ici et payer la cotisation annuelle en liquide. Une chose intéressante, pas loin d'ici, ils développent un autre système de paiement anonyme. Anonyme pour celui qui paie, mais pas pour celui qui reçoit l'argent. Donc la boutique ne peut pas évader les impôts avec notre système. Mais l'acheteur, le client de la boutique, peut acheter des produits à l'anonymat. Voici le but, parce que le flicage des activités est très dangereux. Si
la démocratie dépend de la connaissance de que fait l'État. Mais l'État a la tendance d'agir secrètement. Comment pourrait le peuple exercer le contrôle de l'État si le peuple ne sait pas que fait l'État? Seulement grâce aux héros, les lanceurs d'alerte, les héros comme Snowden. Mais l'État a la tendance de les dénominer des délinquants et de les mettre en prison pour des années. Et donc, si l'État est capable d'identifier le lanceur d'alerte, lancer l'alerte est trop dangereux, donc il ne se fera pas assez. Nous devons assurer que l'État n'est pas en position de le faire. Mais si l'État flique toujours qui va où et qui se communique avec qui, il pourra identifier toutes les sources des journalistes, c'est-à-dire tous les lanceurs d'alerte, et fin à la démocratie. C'est pour ça qu'il faut lutter contre les systèmes de flicage, il faut résister de les utiliser, il faut organiser politiquement contre le flicage et il faut reconnaître que le terrorisme est un des petits dangers dans l'Occident. Au Moyen-Est, oui, dans plusieurs pays, le terrorisme est un grand danger. En France, c'est petit. La pollution aérienne est beaucoup plus dangereuse. Les voitures sont beaucoup plus dangereuses, comme 10 fois plus dangereuses. Donc, il faut ne pas sacrifier les droits de l'humain pour éviter un peu de mort. Mais au contraire, dans le passé, on sacrifiait la vie pour défendre les droits de l'humain. Donc, quand les politiciens présentent le petit danger du terrorisme comme raison pour éliminer des droits de l'humain fondamentaux, il faut dire non. Et quand ils proposent de fliquer plus les gens, il faut dire ça attaque la démocratie. Et nous faisons notre part avec, par exemple, le système GNU-Thaler. C'est le nom de notre système de paiement. Regarde thaler.net.